Rebonjour à tous et à toutes. Je suis Cécilia Bassi de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur ce webinaire sur l'agrément ESUS qui s'inscrit dans un cycle de webinaires organisés par la CRES en partenariat avec le barreau de Paris. Le premier a été sur les statuts commerciaux de l'économie sociale et solidaire, le deuxième sur l'agrémosius et le troisième portera sur comment intégrer une activité commerciale au sein d'un projet social et qui aura lieu le 8 novembre. Ces webinaires, plus largement, s'inscrit effectivement dans le cadre de la commission accompagnement qui est animée par la CRES Île-de-France, qui est coprésidée par les canaux, la Fédération d'entreprises d'insertion et WeShare by Résilience. Et la thématique de l'agrément ESUS a été identifiée via les travaux de cette commission, mais aussi pas mal via les permanences juridiques qu'on coordonne avec le barreau de Paris et bien sûr avec tous les échanges qu'on peut avoir avec les porteurs et les porteuses de projets et les acteurs de l'accompagnement et du financement OSS. Et du coup, ça nous paraît un sujet qui posait pas mal de questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. À la suite de ce webinaire, il y a la possibilité aussi d'avoir des rendez-vous individuels avec un avocat mis à disposition par le barreau de Paris sur les questions d'agrément juste. Du coup, si vous êtes en train de déposer un dossier ou vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou qui sont des cas un peu spécifiques, on va vous mettre le lien à nouveau dans le chat pour que vous puissiez prendre des rendez-vous du coup qui sont gratuits, qui durent 1 heure et qui ont lieu par téléphone. Avant de rentrer du coup dans le vif de notre sujet, juste un petit rappel de comment ce webinaire va se dérouler. Effectivement, notre objectif est de vous informer, de vous outiller et de répondre bien évidemment à vos questions sur l'agrément ESUS. Quels sont les critères d'éligibilité, les obligations attendues, mais aussi les points de vigilance à avoir, les bonnes réflexes quand on est en train de remplir le dossier pour faire une demande d'agrément ESUS. Du coup, on va avoir un déroulement, le webinaire se déroulera de la façon suivante. On va voir effectivement une première partie où on va revenir sur une mise en contexte avec la loi OSS 2014 et effectivement avec des informations générales sur l'agrément ESUS. Qu'est-ce que c'est, pourquoi le demander, etc. On donnera ensuite la parole à Rebecca, avocate au barreau du Paris, pour nous rentrer plus dans les détails sur quels sont les critères effectivement qu'il faut respecter et les attendus et les engagements pour obtenir et faire la demande d'agrément ESUS. On aura aussi avec nous Cédric Mazir, directeur général de Oasis 21, qui va nous partager en fait son retour d'expérience parce qu'il a fait 2 fois la demande d'agrément ESUS pour 2 structures différentes et du coup il sera là vraiment pour vous partager les points de vigilance, qu'est-ce qui est mieux faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et à la fois de chaque intervention, il y aura effectivement la possibilité de poser vos questions via le chat. Du coup, il y aura un temps de questions-réponses qui sera animé par Amélie de la CRES. Et à la fin du webinaire, on aura un petit temps où vous pourrez tout à fait ouvrir votre micro pour voilà, pour poser vos questions à nos participants. Voilà, je vais pas plus prendre la parole pour l'introduction et du coup, je vous propose de rentrer vraiment dans le vif de notre sujet avec une petite mise en contexte pour mieux comprendre effectivement l'agrément juste. Ça nous semblait important au regard du sujet qu'on va traiter de revenir effectivement sur qu'est-ce que c'est l'OSS. Effectivement, l'ESS est encadré par une loi qui est dite loi Hamon de juillet 2014. Et l'économie sociale et solidaire est définie comme un mode d'entreprendre
qui peut s'adapter en fait à tous les domaines de l'activité humaine. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire n'est pas concentrée ou spécifique sur une filière ou sur un secteur d'activité. Et effectivement, c'est vraiment une façon de faire les choses, une façon d'entreprendre qui peut s'adapter à tous les domaines d'activité. Et dans la loi, les structures de l'économie sociale et solidaire doivent remplir trois conditions qui sont cumulatives. Effectivement, pour être en structure de l'ESS, il faut poursuivre un but qui est autre le partage des bénéfices, c'est-à-dire avoir une utilité sociale, avoir du coup des activités, on va y revenir par la suite, mais du coup avoir des activités qui ne concernent pas juste les bénéfices ou d'avoir des dividendes. Effectivement, un autre pilier des structures de l'ESS, c'est la gouvernance démocratique. C'est-à-dire que on doit avoir au sein des structures des instances, des temps, effectivement, qui permet aux salariés, aux parties prenantes, de pouvoir s'exprimer, du coup, de participer à la gouvernance démocratique. Quand on parle de gestion responsable, c'est effectivement, on va y revenir aussi un peu plus tard, c'est effectivement que dans les structures de l'ESS, si par exemple on a des réserves, elles doivent être réinvesties ou réutilisées pour le fonctionnement et le développement de la structure. Du coup, de façon très générale, ça, sont les trois conditions cumulatives que la loi a fixées pour effectivement identifier et du coup distinguer aussi les structures de l'économie sociale et solidaire des structures qu'on appelle de l'économie classique. Au-delà de ça, dans l'économie sociale et solidaire, on a aussi des statuts juridiques qui en fait permet de reconnaître son propre appartenance à l'économie sociale et solidaire. On a donc cinq statuts juridiques. Et effectivement, on a les associations, qui c'est le statut, je dirais, historique de l'économie sociale et solidaire et qui aujourd'hui représente la grande majorité des structures de l'économie sociale et solidaire. On a aussi des fondations, du coup, effectivement, qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Je laisse un moment à en pause les structures commerciales d'utilité sociale et j'y vais revenir par la suite. Les mutuelles, bien évidemment, sont des structures qui font partie de la famille de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, du coup, les coopératives. Du coup, les coopératives, on peut avoir des scopes ou des cycles qui font partie, bien évidemment, de l'économie sociale et solidaire. Les sociétés commerciales d'utilité sociale, je fais un petit aparté et Rebecca va y revenir aussi par la suite. C'est des structures qui, au départ, ne faisaient pas partie de l'économie sociale et solidaire, mais avec un arrêt de 2015, effectivement, elles sont rentrées à faire partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Quand on parle de sociétés commerciales d'utilité sociale, on parle notamment par exemple, de SAS, des SCA, de SARL qui ont dans leur cabis, en fait, la mention de structures de l'économie sociale et solidaire. Et la loi prévoit que ces sociétés s'engagent et inscrivent dans leur statut certains critères et du coup respectent certains engagements pour effectivement faire partie de l'économie sociale et solidaire. On ne va pas rentrer dans le détail lors de ce webinaire, mais juste pour vous donner les grandes attentes de la loi pour ces sociétés. Effectivement, ces sociétés doivent effectivement avoir une mission d'utilité sociale. Rebecca, elle va revenir par la suite, de gouvernance démocratique, comme on le disait tout à l'heure. Elles doivent prévoir une mise en réserve et une impartigibilité de réserve, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, une partie de réserve, une partie des investissements doivent être mis en réserve pour contribuer au développement de la structure de la structure elle-même. Et après, il y a une interdiction de amortissement de capital et de réduction de capital. Toutes ces questions-là étaient sujet de notre précédent webinaire, donc on va vous renvoyer le lien, bien évidemment.
Du coup, cette petite introduction de rappel sur qu'est-ce qu'est l'économie sociale et solidaire pour effectivement vous amener à rentrer plus dans le détail dans qu'est-ce qui est l'agrément ESUS. Et en fait, ce rappel de contexte de l'économie sociale et solidaire était important pour nous parce que l'agrément ESUS est réservé exclusivement aux structures de l'économie sociale et solidaire. Du coup, Rebecca elle va y revenir par la suite. Si vous êtes, par exemple, une auto-entrepreneur, vous êtes vous faites pas partie de l'économie sociale et solidaire et du coup, vous pouvez pas faire votre demande d'agrément ESUS. Voilà, ça c'est un des critères, mais pas le seul. Du coup, de façon très large, ESUS signifie quoi? Signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. Et du coup, c'est une évolution de l'agrément d'entreprise solidaire qui existait avant 2024 et qui était instruit et pré-rempli par France Active. Et ces anciens agréments étaient principalement utilisés pour recevoir les fruits de l'épargne salariale. Il est très important de souligner que c'est un agrément et c'est pas un label. Du coup, ça veut dire si c'est un agrément, il est délivré et contrôlé par la puissance publique, notamment par l'EDRETS. Du coup, c'est pas la CRES, c'est pas d'autres acteurs de l'accompagnement qui vont instruire votre demande de agrément ESUS, mais c'est effectivement l'EDRETS, soit l'ADRETS départementale, soit l'ADRETS régionale. Et c'est très important de faire cette distinction. C'est pas un CLAB, c'est pas un label, mais c'est vraiment un agrément qui donne lieu à un document administratif que vous pouvez utiliser et qui des fois dans des demandes de financement est demandé effectivement pour prouver voilà que vous avez obtenu cet agrément. Voilà, il est défini du coup par la loi. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, entre autres, il est exclusivement réservé aux structures de l'économie sociale et solidaire. Du coup, si vous avez un souhait de faire une demande d'agrément ESUS, mais vous n'êtes pas de l'OSS, il faudra travailler sur changer vos statuts, du coup, pour que vous puissiez rentrer dans la famille de l'économie sociale et solidaire et par la suite faire une demande d'agrément ESUS. Pourquoi on va demander en fait l'agrément ESUS? Il y a plusieurs raisons. Le principal, c'est effectivement de pouvoir bénéficier de la finance solidaire. Qu'est-ce que c'est la finance solidaire? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la finance solidaire, en fait, permet de faire un lien entre les épargnants et des acteurs, en fait, qui ont une forte utilité sociale et environnementale. Et du coup, c'est toute cette partie de la finance qui permet de faire le lien entre ces épargnants et ces structures qui ont du coup une forte utilité. Et du coup, dans la finance solidaire, on a des acteurs qui collectent du coup l'épargne solidaire qui peut être collectée de façon vraiment très variée, qui après du coup permet de redistribuer en fait cette épargne salariale via soit du don aux associations, soit via des financements qu'on appelle solidaires. Et on peut avoir vraiment beaucoup d'outils de finances solidaires et qui sont du coup gérés, qui sont du coup centralisés par des différents acteurs qui ont du coup des activités de financement principalement et du coup de placer du coup cette épargne salariale. C'est notamment par exemple le travail de France Active qui est du coup un acteur historique de la finance solidaire qui a plusieurs produits, plusieurs solutions de financement, du coup de finances solidaires. Mais on n'a pas que France Active, on a aussi par exemple la Banque des Territoires, du coup par exemple on a des fonds d'investissement type Mandarin Gestion, on peut avoir aussi des établissements bancaires type la Nef que je vois parmi nos participants et aussi par exemple le Crédit Coopératif, mais aussi de financement, de solutions de financement citoyen type les cigales.
Et du coup, l'agrément juste, effectivement, permet de accéder du coup à la finance solidaire pour ces structures qui ont du coup une forte utilité sociale et environnementale prouvée du coup entre guillemets par l'agrément juste. L'autre grande raison pour laquelle on demande l'agrément ESUS, c'est effectivement des raisons de communication, dans le sens que l'agrément ESUS, notamment pour les structures commerciales de l'économie sociale et solidaire, permet effectivement de faire reconnaître ses spécificités, son appartenance à l'économie sociale et solidaire auprès des investisseurs, financeurs, salariés, consommateurs, etc. Du coup, on peut mettre le logo de l'agrément juste sur les supports de communication. Ça peut être vraiment un gage enfin une épreuve d'engagement d'une structure vraiment qui a une forte utilité sociale et environnementale. Une troisième raison, mais qui en général est moins sollicitée, au moins voilà évidente, c'est que l'agrément juste du coup permet effectivement de attirer des investisseurs, du coup qui peut être aussi des personnes physiques, du coup de investir dans une structure. Et en fait, l'investisseur peut bénéficier d'une réduction d'impôt via un dispositif qui s'appelle Madelin ou impôt sur le revenu PME ESUS, et du coup qui présente des plafonds de réduction d'impôts spécifiques si on décide d'investir dans une structure agréée ESUS. Je vais pas rentrer dans les détails de ces dispositifs parce que ça concerne vraiment plutôt les investisseurs et c'est en général un petit peu moins utilisé ou enfin, exprimé comme une des raisons pourquoi les structures vont demander l'agrément USUS. Voilà, on souhaitait vraiment vous donner un panorama un peu large sur l'agrément juste. Du coup, qu'est-ce que c'est et pourquoi le demander? Avant peut-être de rentrer dans le détail de les critères qui sont attendus pour demander cet agrément, on a quelques minutes de questions-réponses. Du coup, je te laisse la parole, Amélie, ou il n'y en a pas? Ok, bah s'il n'y en a pas, ou je ne sais pas si vous voulez ouvrir vos micros, on a quelques minutes. Sinon, si c'est très clair, bah, je suis ravie de ça. Voilà, s'il y en a pas, du coup, effectivement, après cette remise en contexte à la fois de la loi de l'ESS et de l'agrément USUS, je laisse donc la parole du coup à Rebecca, du coup pour rentrer effectivement dans le détail des critères qui sont attendus pour obtenir l'agrément USUS. Bonjour à tous, donc je suis Rebecca Guyot, avocate au barreau de Paris et je remercie le barreau de Paris pour son invitation et sa confiance sur les sujets de l'ESS et de l'ESUS puisqu'en qualité de membre du réseau Impact Lawyers, j'ai eu l'occasion d'avoir une pratique sur le sujet et de travailler en échange régulier avec la CRES Île-de-France que je remercie également pour sa confiance. Effectivement, je vais vous présenter les critères nécessaire en fait en amont de se lancer dans la préparation du dossier. Donc c'est important d'avoir en tête que pour pouvoir être éligible et demander un agrément ESUS, il faut en tout état de cause que vous soyez une structure dite de l'ESS. Donc être une entreprise de l'ESS, comme vous l'a rappelé Cécilia, soit vous l'êtes par la forme, donc c'est-à-dire que vous êtes une association, une fondation, une mutuelle, et de fait, par votre forme juridique, vous êtes éligible euh, à demander les us parce que vous êtes une entreprise de l'ESS. Mais si vous êtes une société commerciale, comme c'est le cas de plus en plus d'acteurs qui s'impliquent dans le domaine de l'utilité sociale tout en ayant un caractère commercial fort, il faut, euh, il faut que vous soyez une structure de l'ESS. Donc, il faut pour cela que vous ayez des statuts
qui inclut les valeurs de l'ESS au sens de l'article premier de la loi Hamon. Et donc que vous rentriez, comme l'a très bien exposé Cécilia, dans les trois grands fondements de l'ESS, c'est-à-dire donc d'avoir euh, un but de partage autre que les bénéfices, d'avoir une gestion désintéressée et en tout cas démocratique et une lucrativité limitée. La lucrativité limitée, elle prend plusieurs aspects. Euh, donc, dans vos statuts de société commerciale ESS, il faudra que vous ayez les différentes clauses liées à la lucrativité limitée qui soient dans vos statuts et qui vous permettent de demander la mention de SS auprès du greffe. Donc, pour cela, vous avez d'une part la création de votre fonds de développement avec une réserve légale obligatoire de 20% du capital social, mais également des limitations sur la lucrativité, que ce soit au niveau des réductions de capital, de la non-distribution du bonus de liquidation éventuel, euh, etc. Donc, c'est un prérequis avant même de rentrer dans les autres critères nécessaires pour l'agrément ESUS, ça va être d'être une entreprise de l'ESS. Et pour cela, je veux bien revenir sur la condition première qui est d'être d'utilité sociale. Je te laisse, Cécile, à passer à la slide suivante. Donc, c'est-à-dire de rentrer au moins dans l'un des quatre, moi je les appelle piliers, de ce qu'est l'utilité sociale. Donc, l'utilité sociale, elle a été définie par la loi ESS de 2014. Et donc, si vous vous reconnaissez votre activité dans l'un de ces quatre, voire dans plusieurs, parce que souvent, on arrive à créer des liens entre les différents piliers. Donc, le premier étant, je le rappelle, les soutiens à des personnes en situation de fragilité et la lutte contre les exclusions. Donc, c'est un volet éminemment social. Le deuxième pilier de l'ESS, en tout cas de reconnaissance de l'utilité sociale, sera d'avoir un objectif de préservation ou de développement du lien social et de la cohésion territoriale. Donc là, on vise plutôt l'implantation dans un territoire et l'impact que va avoir une activité, quand bien même elle est commerciale, sur ce territoire, et notamment sur des territoires qui sont peut-être considérés comme plus fragiles et donc souvent, voilà, le pilier numéro un et le pilier numéro 2 vont souvent aussi aller de pair. Si on s'implante dans un territoire qui est considéré comme précarisé ou en tout cas fragile, on va avoir à la fois un impact en termes de lien social et également en termes de soutien à des personnes qui sont dans des situations de fragilité. Le troisième pilier, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et en fait, ce pilier est aussi assez large puisqu'il permet en fait de viser les activités qui vont avoir pour but de réduire des inégalités qui sont sociales et culturelles. Et aussi, je pense, du coup, avoir un lien avec le pilier numéro un qui soutient finalement des personnes dans des situations d'inégalité sociale et donc de fragilité, avec, la loi le précise spécifiquement, une orientation sur la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes, donc les inégalités de genre. Voilà, un petit point sur le dernier pilier qui en fait est un peu différent des trois premiers en ce sens que le pilier recherche de développement durable, transition énergétique ou solidarité internationale qui a plus donc un volet environnemental. Alors, voilà, sous la lecture de la loi de 2014 telle qu'elle est à cette époque-là, doit nécessairement être lié à l'un des trois piliers précédents pour être considéré comme remplissant le caractère d'utilité sociale. C'est peut-être un point à développer dans le lobby, en tout cas les éventuelles évolutions potentielles de cette loi pour une intégration peut-être un peu plus prégnante de l'impact environnemental, puisque de nombreuses études tendent quand même à prouver qu'avoir un impact environnemental, ça a presque nécessairement aussi un impact social, puisque les deux sont très, très intriqués. Donc souvent, effectivement, quand on part sur un objectif de développement durable, on rentre de toute manière au moins dans le pilier numéro un, puisqu'il y a vraiment un impact social qui est souvent lié
à toutes les questions environnementales. Donc voilà pour les rappels de l'utilité sociale. Si vous êtes une société commerciale de l'ESS, il faut que votre objet social, donc que vos statuts, soient orientés à cette fin d'utilité sociale. C'est pas l'annexe d'un objet commercial classique, c'est ça votre objet principal. Donc je veux bien que tu reviennes peut-être à la slide d'avant, Cécilia, pour reprendre sur les autres critères de l'ESUS. Donc, si vous êtes une entreprise de l'ESS, que ce soit par la forme ou parce qu'en tant que société commerciale, vous avez adopté des statuts de l'ESS et obtenu en conséquence la reconnaissance, enfin, en tout cas le CABIS qui le mentionne, puisque le greffe va vérifier que vous rentrez bien dans les cases euh, et que vous avez bien les clauses nécessaires. Si vous êtes une entreprise de l'ESS par la forme ou par le fond, pour pouvoir être éligible à l'agrément ESUS, il va falloir remplir quelques conditions cumulatives supplémentaires. Donc, en fait, la première couche, ça va être d'être de l'ESS, et ensuite, on va venir ajouter quelques briques, quelques investissements supplémentaires de la part des porteurs de projets pour pouvoir obtenir cette reconnaissance donc étatique de l'utilité sociale de la structure. Alors, donc la première qui en fait est liée à l'ESS, donc c'est d'être de poursuivre un des objets de l'ESS, donc les quatre piliers que je viens de mentionner. Il est précisé, si tant est qu'il faille le préciser, que cet objectif doit faire partie des statuts, donc quelle que soit la forme juridique de votre structure, il faut que dans les statuts, la recherche d'utilité sociale soit écrite, noir sur blanc. Deuxième critères. Donc, ce sont des critères cumulatifs. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc, il faut que vous les remplissiez tous. Le deuxième critère, c'est un critère économique. Donc, c'est que la charge induite par l'utilité sociale de la société a un impact significatif sur le compte de résultat. Et donc, pour cela, je reviendrai après sur la slide d'après pour détailler un petit peu ces points-là. Troisième critère cumulatif de l'agrément ESUS, ça va être une politique de rémunération qui est en place dans l'entreprise et qui, en fait, en lien avec la lucrativité limitée, ça passe aussi par une limitation des rémunérations avec un double palier. Donc, il y a deux critères qui s'appliquent l'un avec l'autre. C'est que, d'une part, les 5 personnes les mieux payées au sein de l'entreprise, quelle qu'elle soit, ESS, ne sont pas payés plus enfin en moyenne que 7 fois le SMIC ou le salaire minimum de branche, si c'est supérieur au SMIC, et que la personne la mieux payée au sein de l'entreprise, elle, ne soit pas rémunérée plus que 10 fois le SMIC ou le salaire minimum. Et par rémunération, on entend à la fois le salaire et les primes. Voilà, petite précision. Donc ça, c'est un critère qui aussi va apparaître dans les statuts probablement pour une société commerciale de l'ESUS, mais il faudra aussi pouvoir en justifier de toute manière, de manière très concrète dans le cadre du dossier, comme on en parlera un petit peu plus tard. Et enfin, dernière condition cumulative d'éligibilité à la demande ESUS, ça va être l'absence d'admission sur les marchés réglementés lorsque l'entité a des titres de capital. Donc, en fait, cette condition-là ne va s'appliquer que dans les structures qui ont, en fait, un capital, donc principalement les structures commerciales de l'ESS, les SCIC, les SCOP, enfin, toute structure qui a un capital où il y a des parts sociales ou des actions et qui, donc, elles, ne devront pas être admissibles sur un marché réglementé. Ce qui est le cas souvent, en fait, et dans les statuts, enfin, c'est nécessairement précisé que la société ne peut pas faire appel à l'offre publique. Donc, en fait, la structure ne sera jamais cotée en bourse, en d'autres termes. Voilà, on va revenir sur la charge induite voilà, par l'utilité sociale. Donc, euh, il faut pouvoir justifier vraiment d'un business model qui soit à impact. Et en fait, l'ADRETS, quand elle va évaluer la demande d'agrément ESUS, va regarder en fait concrètement
dans les comptes de la société, comment se traduit cette utilité sociale en termes économiques. Et donc, normalement, on le fait sur les comptes des 3 derniers exercices. Donc, devront être joints à la demande pour les sociétés, en tout cas, qui sont, qui ne sont pas éligibles de droit, devront être joints, bon, mais dans tous les cas, ça peut être intéressant, devront être joints les comptes des 3 derniers exercices. Alors, attention, c'est possible de faire une demande d'agrément ESUS même sans avoir 3 exercices révolus. Mais sauf pour les entreprises de droit, il faudra au moins avoir un bilan, un compte de résultat pour pouvoir prouver la validité du business model et l'impact social qui en résulte. Concrètement, comment on va euh, évaluer si l'utilité sociale se reflète dans les comptes d'une société? Alors, il y a 2 critères le plus souvent retenus, quasiment souvent, tout le temps retenus, c'est le critère des charges d'exploitation qui devront représenter 66% de l'ensemble des charges. Donc, il faut que les charges d'exploitation euh, liées aux activités de recherche d'utilité sociale, donc je le rappelle, c'est censé être quand même l'activité première de la structure, même pour une société commerciale qui est ESS, l'objet social étant cette recherche d'utilité sociale, euh, il faut qu'en fait, concrètement, ça se voit également dans les comptes et que toutes les charges, en tout cas au moins 66% des charges d'exploitation de la société, soient liées à cette recherche d'utilité sociale. Et donc, on va faire, je vous ai mis le petit tableau, on va faire en fait le ratio de ces charges d'exploitation qui sont liées à la recherche d'utilité sociale sur les charges d'exploitation totales. Et ça nous donnera le pourcentage pour savoir si on se situe bien au-dessus des 66% qui sont requis sur ce critère. Il y a un autre critère qui est alternatif mais qu'on retrouve assez rarement puisque en fait on vise la plus euh, des structures financières, c'est une question de rentabilité. Alors, je ne vous ai pas mis le tableau ici parce que c'est beaucoup plus complexe à calculer, mais quand la rentabilité financière doit être inférieure ou égale au taux moyen de rémunération des obligations, obligataires, plus 5%. Voilà. Je vous ai mis la référence si jamais vous êtes dans ce cas-là, on pourra peut-être en reparler. Mais voilà, pour 99% des cas, on va plus se référer aux critères des charges d'exploitation. Et donc, qu'est-ce qu'une charge d'exploitation? C'est quand même une question, euh, voilà, on peut se la poser et donc rappeler ce qu'est les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, c'est en fait tout ce qui va être les dépenses courantes de l'entreprise et ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Donc, on retrouve en fait, si vous voyez des comptes d'une société, on retrouve les charges d'exploitation regroupées dans ce qu'on appelle le compte de résultat. Et donc, on va avoir on va avoir les produits d'exploitation d'un côté qui vont être en fait les entrées d'argent et d'un autre, les charges d'exploitation qui sont les dépenses courantes nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et qui ne sont a priori pas exceptionnelles, qui sont normales dans le cadre de la réalisation de son objet. Et donc, on va retrouver par exemple, le plus couramment, tout ce qui est achat de matières premières, achat de marchandises, les charges de personnel qui sont souvent une charge importante pour une structure, donc à la fois les salaires, les traitements, également les charges sociales qui vont avec, nécessairement. Ça peut être aussi tout ce qui est achat externe, donc au lieu d'avoir des salariés ou sur certains points, on fait plutôt appel à des prestataires de services, tout ce qui est contractuel, donc va rentrer également dans les charges d'exploitation si c'est quelque chose de normal dans le cadre de la réalisation de l'objet social. On retrouve également les taxes, les impôts et les dotations et amortissements. Donc, c'est quand l'équipement a été acquis par la structure, elle est amortie, euh, elle est amortie dans le temps. Et donc, ça aussi, ce sera pris en considération dans les charges d'exploitation. Et donc, c'est ce ratio-là qui permettra de justifier, dans le cadre d'une demande d'agrément ESUS, de l'utilité sociale d'un point de vue financier, tout simplement. Puisque il faut pouvoir justifier que le modèle économique qui est proposé est aussi pérenne dans le temps, tout en ayant effectivement une utilité sociale.
Donc voilà pour les conditions les quatre conditions pour être éligible à l'agrément ESUS, sachant qu'en fait, il y a certaines structures qui sont considérées comme éligibles de droit à l'ESUS. Euh, voilà. Donc elles sont listées de la même manière par l'article du Code du travail qui, euh, qui prévoit la mise en place de cet agrément. Et donc, je l'ai quand même surligné parce que c'est important. En fait, c'est pas parce qu'on est éligible de droit à l'ESUS qu'on a l'agrément ESUS. Il faut quand même faire le dossier et il faut, euh, même si on est dans cette liste de structures, il faut quand même satisfaire aux conditions de l'ESS d'une part et aux conditions limitatives, donc les quatre conditions en fait que je viens de vous exposer, de l'absence d'admission sur les marchés financiers et de la limitation des rémunérations pour être éligible à l'agrément ESUS. Donc, les entités qui sont considérées de droit, en fait, elles vont avoir accès à un mécanisme simplifié, puisqu'on considère que par leur nature même, elles ont une utilité sociale. Donc, ces entreprises, euh, j'ai essayé de les lister un peu par catégorie, parce qu'en fait, on a une liste quand même, qui est quand même assez longue. Donc, on a toutes les entreprises qui vont avoir un travail autour de l'insertion, que ce soit les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, ateliers d'insertion, organismes d'insertion sociale. On a les organismes qui tournent autour de l'hébergement, de l'aide sociale, les régies de quartier. Euh, on a aussi les entreprises adaptées, donc d'aide par le travail. On a des organismes agréés en faveur du logement et de l'hébergement. Je vous passe les références au Code de l'action sociale et des familles. Euh, on a tout ce qui est association, fondation reconnue d'utilité publique, euh, puisque la reconnaissance d'utilité publique, quelque part, implique également une utilité sociale de la structure. Donc, fondation, association, quand elles ont la reconnaissance d'utilité publique et un objet d'utilité sociale, évidemment. Et enfin, ici, j'ai regroupé les organismes qui sont autour de l'hébergement, la mise en place de services et d'accueil de personnes en situation de handicap et des habitats inclusifs de manière générale, dont la mission est d'assurer un projet de vie sociale et partagée. Donc, ces entités-là sont considérées comme des entités éligibles de droit à l'ESUS. Et on le verra tout à l'heure, ça va en fait orienter le parcours de la demande, en fait. Voilà. Et dernier petit point, alors on les retrouve quand même relativement rarement, mais on a quand même l'article qui assimile deux types d'établissements qui sont des établissements financiers à des entreprises d'utilité sociale et donc avec un agrément d'assimilation ESUS sur les organismes de financement euh, et de crédit sous réserve effectivement que ces organismes-là aient vocation principale à travailler avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Donc, Cécilia, je te rends la parole. J'espère que j'ai pas été Merci. trop rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Rebecca. Effectivement, Armélie a suivi le chat. Il y avait quelques questions pour toi. Du coup, je laisse la parole à Amélie. Alors, est-ce que tu peux nous redire, s'il te plaît, Rebecca, enfin, nous bien préciser la nécessité de cumuler les différents piliers de l'utilité sociale sur l'ensemble des activités de l'entreprise, c'est bien ça? On nous demandait si Alors, non, non, c'est pas. 50% des Alors, activités, est-ce que c'est éligible? si vous rentrez dans l'un des trois premiers piliers, un seul suffit. Moi, je trouve qu'en pratique, en fait, ma pratique fait qu'en fait, quand j'ai un porteur de projet qui vient vers moi, souvent, j'arrive à relier son projet à plusieurs de ces piliers.
parce que en fait, finalement, il y a des intrications entre les trois premiers qui peuvent assez facilement en découler. Et donc, moi, mon conseil, c'est dans les statuts, dans l'objet social, de vraiment essayer de développer quel est le projet. Et si, en fait, il rentre dans plusieurs de ces piliers, de l'indiquer, pourquoi s'en priver. Tant que ça ne devient pas trop tiré par les cheveux, pour moi, c'est tout à fait soutenable. Mais un seul des trois, effectivement, suffit. C'est que le quatrième pilier, qui est celui du développement durable, transition énergétique, promotion culturelle et solidarité internationale, qui lui nécessite nécessairement, pour pouvoir être reconnu d'utilité sociale, d'être aussi en soutien, avoir un impact dans l'un des trois premiers piliers. Et c'est Merci en ça que je Rebecca. disais que pour moi, de toute Je façon, voulais savoir c'est souvent le cas. merci Vas-y, vas-y. Rebecca. Et la question, c'était aussi de savoir si c'est sur l'ensemble des activités. Alors, il faut que ce soit l'objet principal de la structure. En fait, une structure commerciale ne peut pas dire, voilà, moi, je vais créer tel produit et aussi, en fait, j'ai un impact d'utilité sociale parce que mon produit, voilà, je vais prendre des fournisseurs bio, machin. Non, c'est pas ça. Il faut, pour une entreprise de l'ESS, il faut que son objet, il faut que son but premier, ce soit d'avoir cette utilité sociale et il a cette utilité sociale de par son activité. Après, effectivement, c'est possible d'avoir des activités annexes ou connexes qui ne seraient, ce serait théoriquement possible. En tout cas, enfin, je n'ai pas trop d'exemples concrets, mais effectivement, c'est possible d'avoir des activités qui soient annexes ou connexes et qui ne soient pas directement la recherche d'utilité sociale. Mais en tout cas, il faut que ce soit l'objectif principal. Il ne faut pas que ce soit une conséquence d'un autre objet social, d'une activité commerciale. Merci beaucoup, Rebecca. Je me permets juste de te faire souffler un moment et de compléter du coup avec la deuxième question. Euh, En fait, pour prouver votre orientation, et je laisserai aussi après Cédric compléter avec l'exemple des deux structures dont il va nous raconter. Dans les statuts, si vous êtes une structure commerciale de l'économie sociale et solidaire, effectivement, c'est déjà dans vos statuts qui va être déclaré. Après, pour les statuts, pour simplement être de l'économie sociale et solidaire, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas des documents dont vous avez besoin pour prouver votre activité. En fait, l'épreuve de votre orientation, elle va être recherchée au moment que vous faites la demande d'agrément et juste, parce que effectivement, via ce qu'il disait Rebecca avec les charges d'exploitation qui doivent être autour de 66% dédiées à l'activité d'objet social. En fait, c'est une façon pour la puissance publique de prouver que la majorité de votre activité est orientée autour de vos actions d'utilité sociale. Et du coup, le fait que vous avez ce 66% d'activité orientée à l'utilité sociale, en fait, impacte votre modèle économique parce que vous devez mettre en place tout un ensemble de choses pour atteindre cet objet social qui pèse en fait dans votre modèle économique et donc qui vous pousse entre guillemets à faire cette demande d'agrément juste pour avoir accès aussi à des outils de financement qui peuvent rééquilibrer en fait cette orientation. Du coup, Rebecca, il va revenir quand vous faites la demande d'agrément juste. Oui, il va y avoir des documents, notamment qui prouvent, enfin via vos experts comptables, qui prouvent en fait votre orientation. Si vous tout simplement restez sur l'appartenance à l'ESS sans aller chercher l'agrément juste, à ma connaissance, mais je laisse aussi compléter Cédric et Rebecca, il n'y a pas besoin déjà d'avoir des épreuves, mais si vous faites un changement statutaire avec un peu cet objectif d'aller derrière demander l'agrément juste, autant déjà retravailler les statuts, inscrire tout un ensemble de choses et vous baquer en fait sur déjà le descriptif de l'utilité sociale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Du C'est coup, tout à il y a fait une ça, Cécilia. dernière Après, moi, question. Ah, pardon, tu veux je compléter? recommande. Pardon. Vas-y, tu peux compléter. Oui, oui, je voulais compléter juste sur le fait que alors, moi, je recommanderais évidemment au niveau, à l'étape de la demande de l'ESS, en fait, déjà dans vos statuts,
de bien être enfin, d'être très, très clair. Et en fait, plus dans vos statuts, c'est vraiment aussi une liberté euh, d'expliquer votre projet. Vous pouvez même intégrer une raison d'être. Vous pouvez vraiment aller dans le détail de votre objectif et de l'impact que vous voulez rechercher. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va regarder. Les statuts, ça va être le document premier sur lequel on va se fonder. On en parlera aussi tout à l'heure au moment de dossier d'agrément ESUS. Et donc, non seulement de remplir les critères de l'ESS, si vous avez déjà en tête de demander l'agrément ESUS, pourquoi ne pas intégrer aussi à ce moment-là dans les statuts les clauses qui sont en lien avec l'agrément ESUS si vous êtes en ligne avec les valeurs et les limitations qui y sont portées. Mais voilà, gardez en tête que si vous n'avez pas d'autres documents à produire, c'est un très bon vecteur, les statuts, pour aussi avoir vraiment un effet très déclaration de foi, profession de foi, déclaration d'intention dans vos statuts sur l'impact que vous voulez rechercher, puisqu'après, en fait, c'est le seul, justement, d'ailleurs, avec la CRES, on échangeait là-dessus, c'est le seul élément qu'on va pouvoir facilement vérifier. Là où une asso, elle est ESS par la forme, et donc on va pas forcément regarder ses statuts, mais plus ses actions. Au niveau des sociétés commerciales de l'ESS, c'est les statuts qui vont faire foi et qui vont être l'élément premier qu'on va regarder. Donc, prêtez-y particulièrement attention. Merci Rebecca pour toutes ces précisions sur les documents et la manière dont on remplit le dossier. On va y revenir juste après. Il y avait quand même une dernière question. Je voudrais bien qu'on clarifie ce point du coup. On a dit qu'on ne pouvait pas être coté en bourse ou sur les marchés financiers. Du coup, on nous demande si de ce fait, on ne peut pas avoir d'action d'actionnaire. Donc peut-être tu peux repréciser cette distinction, s'il te plaît, Rebecca? Alors, si, on peut avoir des actions. D'ailleurs, on peut tout à fait, et c'est la forme la plus courante aujourd'hui d'entreprise de l'ESS commerciale, ça va être la forme de SAS, donc Société par action Ça, simplifiée, qui, comme son nom l'indique, enchanté. est une société dont le capital est divisé en actions. Mais de la même manière, même une SKIC, une SCOP, qui sont des sociétés coopératives, elles aussi s'appuient sur des formes sociales classiques, SARL, SAS, SA. Donc non, en fait, on peut tout à fait avoir une structure qui a un capital social, mais à aucun moment, vous ne pourrez les offrir au public comme on peut faire une OPA et être coté en bourse. Ça restera toujours je vais dire, un peu de l'intuitu personné, donc une connaissance qu'ont les associés les uns avec les autres, et notamment, voilà, cette vérification, parce que quand on devient associé d'une structure, quelle qu'elle soit, on adhère à ses valeurs, et il n'est pas possible, en fait, il est pas concevable dans le concept de se dire que le public s'il achète une action, va adhérer forcément à nos valeurs. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a cette limitation pour que en fait les associés d'une structure, et il peut tout à fait y avoir des structures avec des actions qui sont ces cibles, voilà, il peut y avoir des ventes, mais on est dans un cadre plus restreint, de manière à pouvoir un peu contrôler de l'implication et de l'investissement, l'adhésion aux valeurs que va avoir un associé. J'espère avoir Oui, répondu à la question. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette précision. Il me semble que soit via tes présentations, soit effectivement via ce petit temps, on a traité les questions qui étaient dans le chat. Peut-être effectivement, avant de revenir effectivement, quels sont les documents à fournir, vers qui s'adresser, les acteurs, etc. Vu qu'il y a eu pas mal de questions sur les statuts, je laisserai donc la parole du coup à Cédric Mazière, directeur général de Oasis 21, pour que nous partage effectivement comment eux, ils ont écrit avec un partage vraiment des statuts, ces éléments-là attendus par la loi, pour après effectivement aller chercher l'agrément juste. Du coup, merci beaucoup Cédric de ta mobilisation, et je te laisse donc la parole et le partage d'écran. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour, merci Cécilia de l'invitation. Donc, moi, je vais vous parler de deux structures. Une qui s'appelle Oasis 21, qui est une SIC SA, donc
donc société anonyme, comme disait Rebecca, en fait, les coopératives, elles s'appuient sur des statuts traditionnels de société. Ça peut être une SARL, une SAS ou une société anonyme. Dans le cas d'Oasis 21, c'est une société anonyme, donc avec un conseil d'administration. Et donc, on a créé, c'est une coopérative qui gère, qui aménage en fait, des tiers-lieux pour des organisations de la transition écologique et citoyenne dans le 19e arrondissement. Donc, on a 3 lieux, un de 500 mètres carrés, un autre de 1000 mètres carrés et un autre de 1500 mètres carrés qui hébergent, ce sont des bureaux partagés, des tiers-lieux, donc avec plusieurs activités pour des organisations comme France Nature Environnement, FINACOP, les GICOP, Transport et Environnement, le Réseau National des Ressourceries, Green Lobby, enfin voilà, toute une série d'organisations comme ça. On a procédé à une rénovation écologique des bâtiments et on anime en fait cet écosystème d'acteurs. Dans ce cadre-là, je vais partager mon écran. Hop, je vais le faire. Ok, donc là, normalement, je vais essayer de grossir. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc, on a des statuts qui commencent par voilà, la forme de la société, sa dénomination et son objet avec une mention en fait sur l'utilité sociale spécifiquement de la coopérative. Donc là, c'est les premiers statuts qu'on avait créés, donc la création d'un lieu dédié à l'organisation, à l'accueil d'organisations, développement en complémentarité des activités culturelles, éducatives, d'économie circulaire, développement durable dans un contexte de mise en pratique de principes écologiques et de valeurs sociétales fondatrices qui caractérisent un projet d'utilité sociale. Voilà, ça je pourrais transmettre ces documents-là à Cécilia sans problème, de manière à ce qu'ils puissent faire partie du PowerPoint s'il y a besoin. On travaille aussi en fait sur la question de l'animation du territoire, donc puisqu'on a un certain nombre de liens avec des associations locales et des actions sociales en fait sur le territoire, des collectes vis-à-vis pour des associations locales, de l'accueil en fait de migrants parfois. Voilà, on a un certain nombre d'activités comme ça. Donc c'est englobé, on va dire, dans un paragraphe là, sur des activités ouvertes à divers publics, un fonctionnement solidaire, mutualisation des savoir-faire, des moyens, et avec une vocation culturelle, éducative, mais aussi économique et sociale durable. Donc on a coché un peu toutes les cases des mots qu'il fallait citer dans les statuts, et ça correspond à la réalité en fait, de notre activité. Je vous parle rapidement de la deuxième organisation pour laquelle moi j'ai fait une demande d'agrément ESUS, et après je parlerai des questions de rémunération, de partage de bénéfices et de gouvernance partagée dans lesquelles en fait on a mis des choses dans les statuts. La deuxième organisation, c'est un projet un peu particulier qui s'appelle le Village du Réemploi. Et le principe du Village du Réemploi, c'est un regroupement en fait de ressourceries dont le but était d'acheter ensemble 1800 mètres carrés de boutiques à Montreuil pour y installer en fait leurs locaux d'activité commerciaux. Donc, on a créé à cet effet en fait une foncière au départ avec 5 structures, puis maintenant elles sont 9. Voilà. Et on a créé une SAS, une société commerciale en fait, ESUS, qu'on a fait agréer ESUS par la suite. C'est une SAS avec des principes un peu particuliers, dont l'objet social, et on va le voir, est d'acheter en fait des locaux pour permettre aux associations membres de ce projet-là de développer en fait leur activité. Alors, c'est pas cela, c'est cela. Hop. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Très bien. Bon, voilà. Donc, on a travaillé avec le cabinet Legicop sur l'écriture de ces statuts, qui s'en sont donnés à cœur joie sur cet objet-là. Mais on voit là, au fait, que la société a pour objet, à titre principal, de mener à Montreuil toutes les opérations immobilières et commerciales à vocation sociale, se rapportant à l'acquisition, la construction, la réhabilitation de tout bien et droit immobilier destinés prioritairement à l'exploitation d'espaces dédiés à la réparation, au don, au prêt, à la vente de produits de seconde main.
Et on a mis aussi quelques éléments concernant l'exploitation d'espaces dédiés à la restauration, à l'exercice d'activités sociales, culturelles et éducatives, tels que cafés, librairies et des espaces accueillant des événements, en particulier des ateliers de sensibilisation aux enjeux du réemploi, recyclage, upcycling, réparation, etc., etc. De la même manière, en fait, je transmettrai cet extrait en fait, de statut pour qu'il puisse être partagé. Mais on a, vous voyez, remis une couche en fait, là sur la question de la vocation sociale de la gestion immobilière pour bien marquer en fait, le fait que la SAS avait pour objet de servir en fait, des associations à but non lucratif qui travaillent dans le champ du réemploi pour y développer leurs projets et que ce n'est pas autre chose en fait, comme projet. D'autant plus que ces associations, pour la plupart, travaillent avec des questions, avec des personnes en insertion, et ce sont des chantiers d'insertion. Donc, on a mentionné en fait que, de façon indirecte, on contribue à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, etc. Voilà. Il y a un détail en fait, il y a quelques éléments en fait sur ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en plus, en fait, là, une raison d'être et une mission, ce qui est encore autre chose, en fait, que la démarche d'agrément ESUS. Parce qu'on peut être aussi une entreprise à mission, c'est pas le sujet, en fait, d'aujourd'hui, mais nous, on a remis une couche, en fait, également sur ce registre-là. Voilà. Ça va sur la question d'objet social? Merci beaucoup, Cédric. Je trouvais peut-être juste intéressant si tu pouvais, je sais pas si tu peux nous montrer aussi rapidement la question sur la gouvernance et comment vous avez inscrit Oui. aussi l'encadrement voilà, l'encadrement de salaire et sur voilà, sur l'encadrement de salaire, que c'est une spécificité demandée en fait par la Oui. suite par l'agrément ESUS. Tout à fait. Alors, sur les questions d'encadrement des salaires, on a été, on a collé à la loi. Je suis en train d'essayer de retrouver l'article en question. Ça, c'est c'est la gouvernance. Limitation des rémunérations des salariés. On a retranscrit en fait, stricto sensu la loi, c'est-à-dire qu'il y a un plafond en fait sur la moyenne des sommes versées et primes aux 5 salariés dirigeants les mieux rémunérés. C'est pas plus de 5 fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail. Et il y a un deuxième critère qui concerne en fait, le salarié ou le dirigeant le mieux rémunéré qui doit être, le plafond est fixé à 7 fois la rémunération annuelle. Donc, dans le cadre du village du réemploi, on a retranscrit stricto sensu la loi. Pour ce qui est de Oasis 21, on a été plus restrictif que ça. Je vous le montre ici. On a capé en fait à 5 fois la rémunération annuelle et on a remis en fait un critère sur un ratio de 1 à 3 entre la plus faible et la plus haute rémunération. Ça, c'est pour la question des rémunérations. Sur la question du partage des bénéfices, on a retranscrit en fait, la loi, sachant que dans une coopérative, il y a en plus quelques formulations qui sont spécifiques. Donc, l'affectation du résultat, en fait, il y a 15% qui sont à la réserve légale dans le cadre d'une coopérative, et il y a 50% il y a ce critère des 50% en fait, qui doivent être investis dans le projet social. C'est mentionné en fait sous cette forme-là ici. Pour ce qui est du village du réemploi, on a une autre formulation, mais qui aussi en fait, s'inscrit dans le cadre de la loi. Et je terminerai après par la question de la gouvernance. Voilà, donc ici, voilà, affectation du résultat et réserve impartageable. On a deux types de sociétés. Dans un cas, c'est une ESA SIC et dans l'autre, c'est une SAS. Donc, les règles en fait, de ces sociétés ne sont pas complètement les mêmes. Ici, en fait, sur l'affectation des bénéfices, on a plusieurs critères qui sont liés, puisqu'il y a une fraction qui est 5% à la réserve légale. Il y a au moins 20% là qui sont affectés à la formation d'un fonds de réserve statutaire dit fonds de développement qu'on a mis et j'allais dire
tout ça est chapeauté par le fait qu'il y a au moins 50% qui est affecté aux réserves obligatoires légales ou statutaires et au report aux bénéficiaires. Dans les 50%, il y a les 5 et les 20% qui sont mentionnés juste au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ok. Oui, oui. Dernier point, et je fais vite en fait sur la question de la gouvernance. Dans le cadre d'une SIC, on est avec des collèges des collèges. Alors ça, c'était des premiers statuts, il n'y avait que 5 collèges. Aujourd'hui, on en a 7, mais le principe est à peu près le même. Dans une SIC, en fait, on a au moins 3 collèges et avec des pourcentages en fait, de vote à l'AG qui sont différents. Et au sein d'un même collège, quel que soit le montant de part sociale qu'on a, on a le même nombre de voix. Donc, par exemple, si j'ai 2 bénéficiaires, un qui prend 500 € de part sociale et l'autre 10 000, et ben, en fait, les 2 bénéficiaires auront le même nombre de voix en fait, à l'Assemblée générale, c'est-à-dire la moitié du collège, puisqu'ils sont 2 dans ce collège à se partager les voix, c'est-à-dire 5% chacun. Voilà. Ça, c'est le mode de gouvernance qui correspond au SIC. Il y a quelques variations selon, il y a de la latitude en fait, dans le fonctionnement des SIC, mais globalement, c'est quand même un peu le principe. Sur le village du réemploi, on a choisi un mode d'organisation qui est complètement différent et qui se base sur le principe suivant. C'est une structure égale une voix, même si les actions que les associations ont achetées sont différentes. En l'occurrence, elles sont proportionnelles à la surface qu'elles vont occuper dans le village du réemploi. Voilà. Et tout ça, c'est traduit effectivement dans les statuts. C'est des modes de gouvernance qu'on a choisis, qu'on a posés à fait collectivement et qu'on a inscrits effectivement dans le marbre. Merci beaucoup Cédric pour cette première prise de parole. Effectivement, l'objectif de ta première prise de parole, c'était pour nous de faire passer le message que si vous souhaitez faire une demande d'agrément ESUS, il faut vraiment se poser sur vos statuts et déjà de le départ inscrire du coup certains éléments, notamment l'encadrement des salaires, la question des réserves, etc., pour que après aussi soit plus simple aussi pour déposer la demande d'agrément ESUS et que vous ne devez pas revenir à nouveau à changer vos statuts qui vont être quand même demandés à la demande de l'agrément ESUS. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. J'avais vu une question peut-être de repréciser la différence entre une structure OSS et d'agrément ESUS. En fait, comme je disais tout à l'heure, les seules structures de l'OSS au sens de la loi 2014 peuvent demander l'agrément ESUS. En fait, il n'y a pas une différence structurelle, je dirais, au statutaire. En fait, mais je laisse éventuellement aussi Cédric compléter. Quand on demande l'agrément ESUS, c'est vraiment pour faciliter, pouvoir accéder à certains outils de la finance solidaire qui sont ouverts et disponibles, entre guillemets, seulement pour des structures effectivement qui ont une forte utilité sociale. Et en fait, l'agrément ESUS permet, entre guillemets, de prouver cet engagement et du coup et accéder plus facilement à certains outils de financement. Du coup, il y a, voilà la différence. Il n'y a pas de différence statutaire. Déjà, c'est que pour les structures de l'OSS. Du coup, on peut pas être une SCA classique et demander l'agrément ESUS, mais ça permet vraiment de faciliter l'accès à des outils. Effectivement, des financements en général du haut bilan, mais c'est vrai que tu me corriges si c'est pas le cas. Et en fait, l'agrément ESUS, moi je l'explique souvent comme ça, permet entre guillemets de prouver que le choix fait de poursuivre une utilité sociale à grande échelle dans votre structure impacte en fait autant votre modèle économique que vous avez besoin d'accéder plus facilement ou à des déplafonds plus élevés. Après, chaque acteur de la finance solidaire a des outils différents qui permettent justement de combler, entre guillemets, la perte, même si c'est pas vrai, ou l'impact que la recherche de cette utilité sociale peut avoir sur votre modèle économique.
Mais je laisse Oui. aussi Cédric compléter. Effectivement, je veux dire, il y a deux choses. D'une part, en fait, effectivement, il faut savoir pourquoi on demande l'agrément ESUS. Ça peut être pour des questions d'accès à des financements, je vais y revenir, et ça peut être pour des questions d'image. Si c'est pour des questions d'image et que, en fait, enfin, c'est difficile de rentrer les critères, des labels, il y en a d'autres, hein, enfin, qui sont enfin, moins compliqués sur certains critères, enfin, enfin, Bicorp, sur je sais pas quoi, enfin, bon, bref, il y en a un certain nombre d'autres. Donc, il faut savoir pourquoi, en fait, on va sur l'agrément ESUS. L'agrément ESUS est un agrément d'État qui donne droit accès à des financements et qui ont des conséquences en fait fiscales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui peuvent défiscaliser et il y a un lien avec l'intérêt général. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des contraintes sur la notion d'intérêt général en fait de l'action avec la fiscalité qui est avantageuse derrière. On permet à des gens de défiscaliser parce que en fait, ça rend service à la société. Et c'est pour ça qu'il y a ces contraintes-là, vraiment. Et il faut assumer ça jusqu'au bout. Merci beaucoup. Effectivement, comme tu disais, la défiscalisation, c'est un des mécanismes, effectivement, qui après permet aussi éventuellement d'avoir des taux aussi plus intéressants pour les risques, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, complètement, complètement. Je réponds à un live. Ça peut être effectivement aussi un gagne de confiance en fait ou des crédibilités auprès des collectivités. Comme disait Cédric, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut être valorisé sur la communication et de vraiment de prouver en fait l'engagement et du coup qui enfin, comme disait Cédric, c'est un agrément qui impose aussi des contraintes, qui pose aussi des engagements qui sont beaucoup plus forts, entre guillemets, qu'un simple label. Et du coup, qui effectivement, au niveau de financeurs, consommateurs, usagers, y compris les collectivités, peuvent tout à fait démontrer une certaine confiance ou rassurance. Après, enfin, c'est pas parce que vous avez l'agrément juste que les portes du financement sont ouvertes, mais je laisse peut-être Cédric revenir là-dessus aussi. Juste sur effectivement l'agrément juste plus en particulier, on avait un petit temps juste après pour te redonner la parole, Cédric. Je vous propose peut-être qu'on finit juste avec les informations qu'on voulait vous partager sur pourquoi, enfin comment demander la demande de prêt à la DRET. Et après, du coup, c'est vrai qu'on va te reposer ces questions-là pour Oasis 21. Pour compléter effectivement le panorama sur l'agrément juste, je vais redonner la parole du coup à Rebecca pour revenir vraiment plutôt sur des informations pratico-pratiques de comment on s'y prend quand on va demander l'agrément ESUS, qui contacter, comment ça se passe, les pièces aussi à fournir. Et du coup, après, Cédric va revenir effectivement sur l'expérience de Oasis 21 du village Reimplan. Du coup, Rebecca, je te laisse la parole. Oui. Je vais rebondir juste quelques minutes avant de rentrer dans le dossier sur ben, les partages qui viennent d'être faits. Merci beaucoup, Cédric. C'est super intéressant en fait de voir concrètement dans des statuts comment ça va prendre forme. Donc, comme vous l'avez vu sur la partie sur la SCIC, en fait, on rentre dans au moins trois des quatre piliers de l'ESS, même si en plus la SCIC est ESS par la forme. Et dans la SAS, de la même manière, on a bien pris soin d'intégrer dans l'objet social la recherche d'utilité comme un élément très, très prégnant. Alors, juste sur les limitations des rémunérations, vous avez pu voir qu'il y avait une différence entre ce qu'il y avait dans les statuts et ce qu'il y avait dans ma slide. C'est juste qu'en fait, les paliers ont été, les seuils ont été relevés. Au départ, effectivement, c'était 5 et 7 fois le SMIC. Maintenant, c'est 7 et 10 fois. Donc, le législateur a aussi pris en considération peut-être la pratique et la nécessité que même dans le monde de l'ESS, il faut pour les dirigeants et pour toutes les personnes impliquées d'ailleurs, pouvoir se rémunérer de manière décente et donc et aussi encourager ce type d'initiative. Et pour revenir sur la différence entre ESS et ESUS, moi, je vois vraiment ça comme des strates d'implication. Donc déjà, quand vous vous impliquez pour être une structure de l'ESS, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, tout ce que vous allez faire en plus, ça va être une reconnaissance supplémentaire. Et les ESUS en ça
et vraiment le sésame, parce que c'est une reconnaissance qui est publique de cette utilité sociale et qui donc a probablement, en tout cas, dans l'esprit, un poids très fort. D'ailleurs, mais comme peut l'avoir d'un côté plus marketing, les labels, etc. Donc l'ESS, c'est le socle d'une nouvelle économie. On sort du raisonnement capitalistique, on est ESS, et ensuite on va ou non s'engager dans des engagements encore plus forts pour avoir une reconnaissance encore plus forte, qui est le corollaire. Donc voilà pour mes petits remarques sur ce qui vient d'être dit et sur les statuts qui ont été présentés. Et donc maintenant, concrètement, comment on va demander notre agrément ESUS? Donc, je le rappelle, on l'a déjà dit, mais toutes les structures, même quand on fait partie de cette liste d'entités qui sont éligibles de droit à l'ESUS, il faut qu'un dossier de demande soit déposé. Et en fait, la forme de votre dossier va dépendre justement de votre entité. Donc, on dépose alors, quand bien même la loi mentionne que c'est le préfet qui les délivre, en fait, en pratique, et depuis maintenant de nombreuses années, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, donc les DREETS, ça change de nom un peu régulièrement, les DREETS qui vont délivrer cet agrément et donc à qui il va falloir adresser le dossier. Je vous ai mis le lien parce qu'en fait, c'est un lien qui permet de télécharger les dossiers qu'il va falloir compléter pour demander l'agrément ESUS. Et en fait, en fonction de votre entité, vous avez ce petit... donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai repris sur le site de la DRIET. C'est en fonction, donc si vous répondez à ces questions, pour savoir en fonction du type d'entité, vous allez avoir 4 types de dossiers différents, donc A1, A2, B1, B2. Euh, donc, vous allez devoir analyser en fonction de votre euh, structure quel dossier vous allez devoir remplir. Et donc, le dossier. Donc, vous téléchargez le document Word qui correspond au dossier selon votre cas. Vous allez devoir le compléter. C'est un document où il va falloir notamment, et c'est pour ça qu'on a insisté sur l'importance des statuts, en fait, vous allez devoir recopier par bloc les éléments des statuts qui sont en lien avec les engagements ESS et ESUS et vous allez collecter les différentes pièces et donner au terme de ce dossier les différentes explications qui sont listées et demander tout simplement en fonction des dossiers. Vous allez avoir plus ou moins de pièces à fournir et c'est en ça que le fait d'être dit éligible de droit va vous permettre d'avoir un dossier qui est un petit peu plus léger à constituer. Même si dans tous les cas, hein, même quand on est B2, société commerciale de l'ESS, c'est tout à fait à la portée de tout le monde de compléter un dossier. Si jamais vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas aussi à solliciter du conseil pour pouvoir avoir un dossier bien complet. Euh, Puisqu'en fait, vous allez envoyer votre dossier, une fois complété, à l'adresse et partiront de ce moment-là un délai d'instruction de 2 mois à compter de la réception du dossier complet. Euh, pour ne pas être dans le flou et d'éventuels rejets d'un dossier qui ne serait pas complet, prenez quand même bien garde d'adresser tous les éléments en fait qui vont selon vous, qui sont selon vous pertinents. Vaut mieux en mettre plus que pas assez, je dirais. Et essayer d'expliquer en fait de la même manière un peu une profession de foi sur votre utilité sociale et en remplissant donc le dossier de manière le plus complet possible, sachant que l'adresse peut aussi revenir vers vous et vous poser des questions, organiser des réunions pour mieux comprendre si c'est pas si simple que ça de lire le modèle sur la base simplement de comptes ou de ce qui aura été écrit dans votre dossier. Donc l'adresse dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier. Dans certains cas, elle ne peut pas traiter, parce qu'il y a trop de demandes, elle ne peut pas traiter tous les dossiers. Et donc, on considère que en l'absence de réponse 2 mois à compter de la réception du dossier, l'agrément est réputé donné. Voilà. Et donc, une fois que vous avez cet agrément, il a une durée qui va varier en fait en fonction de l'ancienneté de votre structure. Donc, soit 5 ans si votre entreprise a donc été créée depuis plus de 3 ans. Donc, vous avez pu fournir les fameux 3 bilans
pour justifier de votre impact social sur votre compte de résultat et vos charges d'exploitation. Et si l'entreprise est plus récente, l'agrément vaudra pour 2 ans. Et donc, à l'expiration de cette durée de validité d'agrément, vous devez faire une demande de renouvellement. Et la demande de renouvellement, en fait, n'est pas plus simple que la première, au contraire, parce qu'il va falloir justifier du respect par votre structure pendant toute la durée de l'agrément des conditions de l'ESUS. Donc, vous allez avoir des pièces supplémentaires. Et donc, potentiellement, si vous faites une demande d'agrément après 5 ans d'un premier agrément, vous allez devoir fournir, par exemple, les 5 derniers bilans et non pas les 3 derniers, par exemple. Donc, vous allez devoir fournir un certain nombre d'éléments du dossier euh, à proprement parler. Et donc, ce dossier, il va évidemment varier en fonction du type de structure, mais souvent, on retrouve toujours le fameux document Word que vous aurez téléchargé A1, A2, B1, B2, que vous aurez complété. Si c'est une structure qui a enregistré l'extrait d'immatriculation, les statuts qui prouvent en fait que vous répondez aux exigences de l'ASS et de l'ESUS, quand bien même vous les aurez intégrés dans le document Word, dans votre dossier, il faut aussi avoir les statuts signés en fait, ou en tout cas certifiés conformes par le dirigeant, les derniers statuts qui montrent que vous avez bien toutes les clauses relatives aux exigences ESS et ESUS. Et ensuite, il y aura d'autres petits éléments qu'il va falloir rajouter, notamment en rapport aux comptes, donc les 3 derniers comptes, euh, les rapports d'activité, les rapports moraux s'ils existent, tout document qui sera en fait important pour éprouver le modèle économique versus la recherche d'un impact social, solidaire, environnemental. Également, une attestation d'absence de présence sur les marchés financiers. C'est une attestation qui doit être signée par le dirigeant, tout comme le dossier d'ailleurs. C'est le dirigeant qui va signer le dossier. Euh, et en fonction voilà, des structures, vous allez aussi avoir l'expert comptable, par exemple, qui va fournir une attestation qui va prouver que vous êtes bien dans les clous en termes de limitation des rémunérations des personnes les mieux rémunérées, par exemple. Donc voilà, vous avez la liste en fait de chaque document que vous devez joindre à votre dossier sera dans le dossier A1, A2, B1, B2. Donc vous avez la liste des documents requis à bien pointer, que tout soit là avant d'envoyer le dossier. Merci beaucoup Rebecca. Moi, je voulais juste ajouter une petite enfin pas une petite précision, mais plutôt un conseil. Effectivement, en Île-de-France, il y a quand même un nombre très important de demandes d'agréments ESUS et en général aujourd'hui la puissance publique effectivement elle a des difficultés à traiter toutes les différentes demandes. Les personnes en général en charge de l'agrément juste ont des portefeuilles assez importants. Du coup, en tant que CRES, enfin en tant que vraiment avis de essayer de être le plus simple possible aussi quand voilà, enfin de essayer de bien effectivement communiquer, de détailler aussi dans vos statuts l'utilité sociale, etc. pour que soit le plus lisible possible pour effectivement des interlocuteurs qui n'ont pas forcément le temps de relire et qui du coup des fois enfin ils connaissent peut-être pas exactement tout ce qui se passe voilà nous on essaye aussi de travailler là-dessus mais voilà c'était un avis vraiment de essayer de être le plus clair possible le plus simple possible vu qu'il y a effectivement beaucoup de dossiers en Île-de-France par rapport éventuellement à d'autres régions. Voilà, c'était juste un petit avis. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on nous demande le nombre d'agréments ESUS. Alors, le taux d'acceptation aussi, je ne sais pas si on a ces chiffres. le taux d'acceptation, je pense que ça va être un peu compliqué pour nous de le savoir côté CRES parce que nous, on ne sait pas
qui fait les demandes ESUS. Par contre, je sais que ça a été publié, mais du coup, je peux retrouver ça. Oui, Et oui, puis, je peux le la mettre au liste, niveau voilà, national. au niveau Il y a- national, il y a- voilà. C'est transparent, hein. Voilà, il y a une liste effectivement des demandes des structures qui en sont agréées ESUS. Mais nous, de notre côté, en Île-de-France, je pense que c'est impossible pour nous de savoir qui a été déposé parce que vu qu'on n'est pas les destinataires des dossiers, mais vous pouvez avoir une idée des structures. Voilà. Nous, on peut savoir si via nos adhérents, en discutant, etc. Mais on fait pas un travail chiffré. Je pense qu'on aimerait bien le faire justement en travaillant avec les DRIEX pour voir effectivement comment on peut aussi les appuyer dans le traitement de toutes ces demandes-là. Je sais pas s'il y a d'autres questions plutôt effectivement sur les étapes, les procédures. Je n'en vois pas dans le chat. Non. Du coup, juste effectivement pour compléter c'est la présentation de Rebecca. Dans la demande d'agrément est juste, effectivement, il y a voilà des acteurs, des outils, des acteurs ressources, effectivement, qui peuvent vous accompagner, vous aider. Effectivement, nous, enfin, on suggère quand même toujours cette instruction déjà des certains éléments dans les statuts. Du coup, de ne pas hésiter d'aller chercher du conseil juridique, effectivement, pour bien ancrer les éléments attendus par la loi et aussi, pas que pour les structures commerciales, mais aussi les contraintes attendues par l'agrément USUS. Bien évidemment, de vous appuyer aussi sur votre expert comptable pour justement les charges d'exploitation, etc., pour que ce soit bien lisible effectivement dans votre dossier d'agrément ESUS. Et après, effectivement, vous avez aussi la CRES qui, au-delà de ces webinaires d'information, euh, travaille et du coup va commencer bientôt à proposer une offre d'appui effectivement sur les statuts juridiques, enfin les statuts commerciaux de l'économie sociale et solidaire et l'agrément ESUS, un lien effectivement avec des cabinets d'avocats qui vont nous appuyer effectivement pour vous simplifier un petit peu la vie, à la fois dans la rédaction de vos statuts et dans l'agrément juste. Du coup, en tant que CRES, vous pouvez tout à fait aussi prendre contact avec nous pour qu'on puisse essayer deux fois de répondre aussi à vos questions, qu'on puisse vous partager des outils, on puisse vous mettre en contact aussi avec des avocats dont Rebecca fait tout à fait partie pour effectivement vous aider à mieux comprendre les attendus par la loi, vous répondre effectivement aussi à vos questions. Du coup, on travaille avec Amélie effectivement sur une offre où on va vous proposer enfin, nous, on peut pas du tout faire du conseil juridique, bien entendu, mais apporter vraiment notre compétence en tant que CRES, du coup, sur l'économie sociale et solidaire. Du coup, voilà, vous n'êtes pas seul dans toutes ces questions de statut, agrément, etc. Et du coup de ne pas surtout y aller solo parce que du coup après ça peut avoir des impacts derrière qui peuvent un peu retomber sur vous. Ça c'était aussi une petite instinct promo pour qu'est-ce qu'on fait à la CRES Île-de-France. Je sais pas s'il y a des questions ou sinon on laisse effectivement la parole à Cédric à nouveau. Alors, peut-être une question qui est reposée, mais sur l'attestation d'expert comptable pour garantir l'affectation des charges. Donc, peut-être ça, c'est dans la manière de, en effet, les documents pour la demande. Peut-être un petit mot, Rebecca, rapide, parce que bon, la liste, de toute façon, au moment où on fait la demande, elle est bien précisée. Répondre à ça. Et ensuite, on laissera en effet Cédric revenir, parce qu'on n'a pas répondu à ces questions-là, sur l'intérêt pour Oasis 21 d'avoir eu l'agrément EDUS plutôt que s'il ne l'avait pas. Donc, Rebecca en premier, merci. Oui, pour tenter de répondre à cette question, je ne peux pas dire si c'est suffisant ou pas.
En fait, déjà, il y a les comptes. Les comptes, ça ment pas. Les comptes, c'est les éléments qui sont validés, approuvés par les assemblées générales, quelle que soit la structure. Et donc, il faut que ces comptes reflètent une situation qui soit vraie et en lien avec la recherche de l'utilité sociale, qu'on puisse en démontrer. L'expert comptable va pouvoir apporter déjà en tant que tiers son positionnement sur les rémunérations. Et c'est ça qui est en fait la demande express des dossiers. Après, sur l'affectation des charges d'exploitation, c'est pas. Enfin, voilà. Vous pouvez demander une attestation à votre expert comptable s'il accepte de vous la délivrer, parce qu'il engage aussi sa responsabilité quand il le fait. Mais c'est aussi à vous. Alors oui, certes, de manière le plus claire et concis possible, d'expliquer en fait le pourquoi du comment de vous considérez que ces charges d'exploitation sont affectées à votre recherche d'utilité sociale. Quand vous avez un objet social, et du coup, on revient toujours au statut, hein. Quand vous avez un objet social qui est en fait prioritairement, mais vraiment c'est ça votre objet social, c'est d'avoir cette utilité sociale. C'est beaucoup plus facile de dire, bah voilà, moi j'ai 5 salariés, en fait, ils sont tous dédiés à la réalisation de mon objet social qui est l'utilité sociale et donc l'ensemble des charges de mes salariés, ça a vocation à remplir mon objet social. Et c'est là où quand vous avez des activités qui sont un peu plus, euh, où c'est un petit peu plus difficile de dire, bah voilà, ça c'est ça rentre pas dans l'utilité sociale et c'est là où c'est à vous de manière la plus pragmatique possible de faire le tri entre ce qui est ou non de l'utilité sociale. Et ça, c'est un travail que vous devez aussi faire vous, enfin, que la structure doit faire aussi elle-même, ne serait-ce que pour, dans son BP et comment, en fait, on arrive à atteindre l'objectif recherché sous le support de notre activité économique. Merci beaucoup, Rebecca. On a bien noté la question sur les changements de structure juridique. On va peut-être juste, je répondais juste à une question et celle sur les statuts juridiques, on la garde peut-être pour juste après pour laisser le temps à Cédric de répondre. Un cas de refus persistant, nous côté CRES, on n'a pas une force de frappe entre guillemets de, enfin après je laisse Rebecca éventuellement répondre côté avocat, mais côté CRES, nous on peut tout à fait relire le dossier et voir effectivement s'il y a peut-être des suggestions ou faire des allers-retours, etc. Après, à la rencontre de l'État, nous, ça nous a jamais arrivé et je sais pas si c'est vraiment notre rôle là-dessus. Après, si on peut soutenir des dossiers pour nos adhérents, etc., ça, bien sûr, il n'y a pas de problème. En cas des refus persistants, du coup, mais en même temps, du coup, on peut tout à fait relire le dossier avec vous, voir si on a des experts aussi autour de nous aussi qui peuvent intervenir. Après, voir comment ça se passe côté État. Ça nous a jamais arrivé pour le moment. En Île-de-France, on n'a pas entendu des refus sur plusieurs fois. On a plutôt entendu un peu de difficultés à avoir des retours de la part des pouvoirs publics, mais pas forcément du refus. Voilà. Mais je laisse aussi Rebecca éventuellement préciser de leur côté. Voilà. Alors, je pense que moi, j'ai pas non plus de cas de refus parce que je pense que le travail en amont sur les statuts est primordial. Donc, oui, n'hésitez pas, comme Cécilia l'a dit, à faire appel à la CRES ou aux acteurs ressources pour vous aider en fait dans la préparation en amont du dossier. Après, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des entretiens téléphoniques avec les porteurs de projets et les DRETS pour en fait expliquer le business model et expliquer voilà ce que le porteur de projet faisait. Et donc, le porteur de projet m'avait demandé d'être présent pour peut-être reformuler certaines choses en des termes peut-être plus clairs ou plus juridiques s'il tentait que c'était nécessaire. Et donc, alors, comme le disait Cécilia, s'il y a beaucoup de dossiers, l'adresse ne prend pas forcément le temps de faire ce travail-là, mais si l'occasion euh, survient, il y a pas de, enfin, voilà, c'est aussi le travail du conseil que d'être présent aux côtés du porteur de projet dans le cas où il doit défendre son dossier et en tout cas expliquer
le pourquoi du comment. Et comme le disait Cécilia, si jamais il y a un blocage à un moment donné, il faut peut-être se poser et revenir sur les statuts et voir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui, dans le business model, a pas été présenté de manière à emporter la conviction de l'adresse, et voire, enfin, au contraire même d'emporter son refus. Pour moi, si un refus, c'est que l'utilité sociale est remise en cause, n'est pas reconnue par l'adresse. Merci beaucoup Rebecca. Du coup, voilà, on redonne la parole à Cédric effectivement pour revenir plutôt sur vraiment l'expérience de demande d'agrément ESUS qui est fait pour à la fois Oasis 21 et le village du réemploi. Effectivement, en reprenant aussi la question qui était posée dans le chat, qu'est-ce qui a effectivement apporté l'agrément ESUS, notamment à Oasis 21? Si je me souviens bien, il y avait la question portante sur les financements. Je te laisse donc la parole pour clôturer notre webinaire. Ok, merci. Effectivement, la question, enfin, nous, on a, donc, dans le cas d'Oasis 21, fait des travaux d'aménagement qui étaient importants et il y avait un plan de financement au total pour les 2 lieux, plus le rachat d'un autre lieu d'à peu près 4 millions, un peu plus que 4 millions, et on a des parts sociales, enfin, des parts sociales, au fait, c'est-à-dire des gens qui ont pris des parts de la société. Et on a des fonds d'investissement, notamment INCO, qui a souscrit des titres participatifs. Donc c'est une forme d'obligation, enfin, qui peut être émise par des SIC SA ou des SIC SARL, notamment. C'est pas les seuls, mais en tout cas, voilà. Et il y en a pour 300 000 euros. Et donc ça nous a permis, en fait, en tout cas, de lever ces titres participatifs-là. Là où ça nous a aidé aussi, c'est que on a des emprunts par ailleurs et que dans les emprunts, pour faire des travaux dans un endroit où on n'est pas propriétaire et sur lesquels, du coup, on n'a pas d'actifs à mettre en garantie, la question des garanties des prêts, en fait, est compliquée. Et il y a des dispositifs en fait de garantie de certains prêts qui sont spécifiques à l'économie sociale et solidaire et à ce type de projet. Donc là, par exemple, en fait, on a un prêt de la NEF qui est garanti par le FEI. Le fait qu'on soit agréé ESUS, en fait, était un plus dans le bouclage de ce dossier-là, par exemple. Voilà. Donc, ça peut permettre d'accéder à des dispositifs de garantie dans le cadre de dette, enfin, en plus. Et il y a effectivement des fonds d'investissement qui ne cherchent à investir que dans des structures ESUS parce qu'en fait, enfin, c'est leur stratégie en fait en soi. Voilà. Ça, c'est sur la question des financements. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. Je vois pas d'autres questions pour le moment. Et effectivement, quand on avait un peu discuté, vu que là, on a brassé tout l'univers de l'agrément ESUS, si tu peux peut-être revenir effectivement de comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que toi, tu as aussi des points de vigilance à partager vraiment un peu pratico-pratique de ton retour d'expérience, vu que tu l'as fait sur deux structures qui ont des statuts juridiques aussi différents. Et du coup, si les participants ont des questions, on leur a pris la possibilité de vous laisser aussi bien évidemment la parole à micro ouvert. Ok. Donc effectivement, moi je l'ai fait, j'ai déposé en fait pour Oasis 21 et on l'a obtenu en février 2020 pour une durée de 2 ans et j'ai fait le renouvellement en fait en 2022 pour Oasis 21 qu'on a obtenu et pour le village du réemploi, j'ai déposé le dossier et on a obtenu en août 2022 pour une durée de 2 ans. Sachant que pour le village du réemploi, on a eu un prêt aussi de la Banque des Territoires. Enfin, c'était pas un critère en fait l'agrément ESUS, mais ça a facilité les choses parce qu'on avait quelques comment ça s'appelle quelques dispositions, enfin, on va dire, à faire sauter, que ça, enfin, le fait d'être un projet d'utilité sociale labellisé comme ça, en fait, ça aide enfin, à faire sauter certains critères, quoi. Enfin, voilà, en tout cas, c'est à faire sauter certaines barrières. Donc là, je vous montre en fait rapidement à quoi ressemble le dossier. Mais il y a une partie qui est juste administrative des renseignements de l'interlocution du dossier. En fait, il y a toute une partie qui concerne au départ comment s'appelle l'inscription dans les statuts.
Dans le cas B2, notamment, en fait, il demande de retranscrire. Enfin, pardon, c'est pas très sympa ce que je fais là. Mais, on reprend en fait. Bon, alors sur ce critère d'utilité sociale, comment ça se traduit dans vos statuts? Donc c'est du copier-coller en fait de ce qu'il y a dans vos statuts, et il y en a pour quelques critères. La gouvernance démocratique, il y a quoi dans vos statuts? Sur la question du partage des bénéfices, il y a quoi dans vos statuts? Donc il faut le remettre. Enfin, voilà. Sur la question des réserves impartageables, c'est pareil. Enfin, c'est le même sujet. Et la question des rémunérations. Enfin voilà. Donc il y a toute une partie en fait concerne, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans vos statuts pour le respect des critères. Et ensuite, il y a une autre partie qui consiste à décrire votre activité et les activités, et le caractère la recherche d'utilité sociale dans les activités. Donc c'est là où, en fait, où il faut étayer sur le contenu, la réalité de votre activité, donc description des activités participant à la recherche d'utilité sociale, les besoins socio-économiques couverts, le public bénéficiaire, les moyens mis en œuvre, la zone géographique, etc. Et les dispositifs d'évaluation de l'impact social. Donc il faut être assez, j'allais dire transparent là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait il faut pouvoir faire la preuve de la réalité de votre utilité sociale. Et ils disent en fait qu'il y a un certain nombre, si vous avez des plaquettes d'informations de présentation, c'est aussi utile à joindre pour montrer en fait la façon dont ça se passe. Voilà. Après, après tout ça, effectivement, il y a un petit tableau concernant la question des charges, du budget et de la part en fait, des charges consacrées à la recherche d'utilité sociale. Nous, on a considéré qu'il y avait 100% en fait, de notre activité qui est tournée vers ça. Et voilà, donc ça c'est assez simple en fait comme tableau, mais il faut savoir qu'effectivement, ça fait partie des choses qui vont être à renseigner et sur lesquelles effectivement, comme disait Lucas tout à l'heure, il y a un document en fait pour apporter la preuve de ça. Et le dossier se termine là. C'est-à-dire qu'il y a quelques pièces administratives dont on a parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas autre chose en fait dans le dossier. Voilà. Sur le dossier du village, sur Oasis 21, moi, j'ai pas eu du tout de problème. C'est-à-dire que j'ai eu une interlocution par écrit avec les services de l'État. On a déposé le dossier, on a eu l'agrément, point barre, quoi. Voilà, il n'y a pas eu de sujet. Sur le village du réemploi, le fait est qu'il n'y avait pas encore d'activité économique dans le village au moment où on a déposé le dossier, et donc l'administration était en difficulté pour dire en fait sur un budget de zéro, je sais pas comment je peux estimer que voilà 100% de l'activité d'utilité sociale, étant donné que c'est qu'une intention. Donc la question de l'accès à des financements était un critère important pour à prendre en compte de leur côté, pour faire en sorte que le village se lance. Puis c'est une structuration qui est un peu particulière parce que c'est une société qui regroupe des personnes morales qui sont des associations, et toute la partie préfiguration est hébergée en dehors en fait de la société elle-même. Donc finalement, on avait déjà une activité en dehors en fait de la société qui était l'amorce du projet en elle-même. Donc j'ai eu un échange en fait avec les services de l'État qui ont été compréhensifs et qui finalement en fait ont compris la démarche, et de toute façon c'est un agrément pour une durée de 2 ans au départ, et il faut pouvoir en fait faire la preuve que ça correspond bien à une réalité une fois que les choses sont lancées. Voilà. Merci beaucoup, Cédric, pour ces retours d'expérience. Effectivement, j'ai vu que il y avait, on a un petit quart d'heure effectivement de questions-réponses un peu plus libre avec les participants. N'hésitez pas aussi à la fois à ouvrir directement votre micro, mais effectivement, il y a une question pour toi, Cédric. Si tu as des noms de fonds d'investissement spécialisés de l'ESS ou des acteurs de financement justement auxquels vous avez fait appel effectivement dans le cadre de votre demande, ou qui ont effectivement prêté une attention particulière au fait que vous avez eu l'agrément juste dans vos demandes de financement. Ton micro est coupé. Effectivement. Dans les fonds en fait qu'on connaît, il y a INCO notamment, qui est
voilà, un traditionnel. Après, il y en a qui font du financement ESUS, mais pas que. Enfin, mais il y a tout ce qui est les garrigues, enfin, tout ce qui est les cigales, enfin, aussi, enfin, qui sont des petits investisseurs. Après, dans ceux qu'on retrouve, il y a Ecofi, qui est une filiale en fait, du Crédit Coopératif, Maïf Investissement solidaire, social et solidaire. Voilà, il y en a quelques-uns, France Active, bien entendu. Donc j'ai dit Ecofi, c'est pareil que SFIN Gestion. Après, il y a des fonds en fait qui ont des stratégies un peu particulières, c'est-à-dire en fait qui cherchent à faire une plus-value sur la revente. Donc c'est moins, il y a une question de valorisation de l'action et ça convient moins en fait à des structures ESUS. Il y a Mirova également qui a des fonds et Mandarine Gestion en fait qui a été évoqué tout à l'heure. Et Amundi finance et solidarité, voilà pour quelques fonds. Merci beaucoup, Cédric. Effectivement, comme tu disais, il y a différents acteurs. Si vous avez des questions un peu plus précises, la CRES, effectivement, dans son travail d'orientation pour essayer de effectivement mieux cerner vos besoins et vous mettre aussi en contact avec des différents financeurs, du coup, qui présentent, comme disait Cédric, aussi des règles précises. Du coup, on a des différents fonds, notamment, je pense qu'on attend tous beaucoup les fonds à impact. Ça marche pas exactement de la même façon pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Euh, il y avait effectivement une autre question tout à l'heure, peut-être à la fois pour Rebecca, mais aussi pour toi, Cédric. En cas de volonté de changement de structure juridique à moyen terme, par exemple une SAS qui souhaite devenir une SARL, comment ça se passe? Veut mieux attendre de changer des structures pour demander l'agrément ESUS ou est-ce que c'est une obligation que pendant l'agrément ESUS, du coup pendant la durée de l'agrément ESUS, aucun changement de structure ne soit opéré? Je pense que tous les deux, vous pouvez apporter une réponse éventuellement à cette question-là. Alors, euh, vas-y Cédric, si tu veux prendre la parole. Vas-y, Harry. Je dirais que le critère, il n'est pas tant de la forme juridique que de la conformité aux exigences ESUS. Donc, j'ai jamais eu le cas, mais pour moi, un changement alors une transformation, ce qu'on appelle quand on transforme la forme de la société en cours de sa vie. Donc, c'est la même personne morale qui continue de vivre, c'est juste qu'elle a une autre forme et donc ses règles sous-tendues seront différentes. Mais si vous transformer une SAS en SARL, mais que vous conservez dans vos statuts toutes les mentions relatives à l'agrément ESUS, pour moi, il n'y a pas de raison de perdre l'agrément, euh, puisque vous continuez de remplir toutes les conditions nécessaires à l'agrément. Donc, j'ai pas connaissance d'obligation de notifier un changement qui affecterait l'agrément, autre que le fait de ne plus remplir les conditions, puisqu'une SARL, tout comme une SAS, sera soumise aux mêmes obligations à la fois au niveau des critères ESS et au niveau des critères ESUS. Merci beaucoup, Rebecca. On a encore quelques minutes de notre côté. Il me semble que les questions dans le chat ont été traitées, mais on a encore quelques minutes si quelqu'un ou quelqu'une des participants souhaite effectivement poser directement ces questions ou apporter des d'autres retours d'expérience ou des interrogations sur des choses sur lesquelles on est revenu. Il y a une question du coup. Ouais, alors du coup, on nous demande pratico-pratique, qui on appelle, comment on fait pour se faire aider, et quelle forme ça prend, combien ça coûte. Je pense qu'on peut déjà. Je pense. Eh bien, je vais te poser. Ah. Et elle a posé peut-être qu'à moi aussi, c'est pour ça, mais je pense qu'elle pose la question à tout le monde quand même. Enfin, on peut la partager, je pense, la réponse. Alors, la CRES, nous, on continue a priori dès l'année prochaine ce type de webinaire de façon régulière pour vous aider à y voir plus clair.
On met en place aussi un service pour accompagner et soutenir individuellement euh, voilà, vos demandes d'agrément ESUS et vous accompagner ou en tout cas travailler à une relecture approfondie avec vous de vos statuts. Ça, c'est une chose, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et évidemment, on a aussi un réseau d'avocats dont on peut vous donner les coordonnées qui sont spécialisés ou en tout cas qui connaissent et maîtrisent tout à fait ces sujets-là. Alors, combien ça coûte je sais pas si on peut On peut pas dire les encore chiffres tout comme à ça, mais fait, effectivement. voilà. On atteint les dernières validations, mais je pense que les informations seront bientôt aussi disponibles à la fois sur notre site internet, les newsletters, etc. C'est toute une nouvelle offre pour la CRES Île-de-France. Juste pour vraiment préciser, la CRES ne fait pas du conseil juridique. C'est pas du tout notre métier. Ni moi ni Amélie, on a des formations de juristes. Nous, effectivement, on travaille avec un pool d'experts sur la question pour apporter vraiment l'expertise opérationnelle sur l'économie sociale et solidaire. Mais à aucun moment, on va rédiger des statuts, on va relire aussi tous les articles de vos statuts. Nous, on va vraiment se focaliser sur les attentes et les articles attendus par la loi, mais pour vraiment vous aider à répondre aux attentes de la loi 2014. Mais on travaille justement avec à la fois le barreau et des cabinets experts pour que l'offre pour vous appuyer soit le plus complète possible. Voilà. Et au niveau de prix, on atteint les dernières validations et les dernières modalités d'organisation. Mais du coup, je vous invite vraiment soit à suivre les réseaux sociaux ou de toute façon, nous, on peut tout à fait refaire une communication à vous, les participants, une fois qu'on a validé tous ces éléments-là. Mais si dehors, déjà, vous avez des questions, d'informations, etc., on offre effectivement ce service de rendez-vous individuel gratuit pour le coup, pour démêler effectivement des premières questions. Voilà, côté CRES, je sais pas s'il y a quelques questions ou si nos intervenants souhaitent apporter des précisions, mais je pense qu'on a brassé pas mal des choses sur l'agrément ESUS. Je sais pas si vous, les participants et les participants, vous souhaitez, vous pouvez prendre la parole directement si vous avez des dernières questions, soit pour la CRES, soit pour Cédric ou pour Rebecca. Sinon, on était tous les trois très clairs, c'est bien aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, le webinaire va être, comme je disais, enregistré, enfin a été enregistré, du coup, il sera disponible aussi un replay sur la chaîne YouTube de la CRES. On va vous envoyer la présentation qu'on a utilisée aujourd'hui avec les contacts et quelques infos ressources qui est ressorti pendant le webinaire. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie énormément Rebecca et Cédric pour cette mobilisation et aussi Thomas Grave du coup du barreau de Paris qui nous appuie aussi sur l'organisation de ces webinaires. Et on va peut-être aussi remettre le lien pour les permanences de cet après-midi, du coup vraiment porté sur les questions sur l'agrément ESUS. On a aussi des permanences plus généralistes, mais on a aussi des petites spécificités à la suite de ce webinaire. Du coup, comme je le disais en introduction, c'est 1 heure d'échange téléphonique gratuit avec un avocat mis à disposition par le barreau de Paris pour répondre effectivement à vos questions sur vos demandes d'agrément JUS. Et on va vous remettre le lien dans le chat. Et sinon, voilà, moi et Amélie, on se tient à votre disposition. Merci beaucoup pour votre participation. Et du coup, on espère d'avoir répondu à vos questions, informé sur l'agrément ESUS et démêlé des nœuds aussi, des fois, sur ces dossiers qui ne sont pas tout à fait faciles à organiser. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une excellente journée et du coup, à très bientôt.
Merci à tous. Au revoir. Bonne Merci, journée. au revoir. Merci.